Cette deuxième édition de Rencontres Mémoire et Croisée est justement consacrée au chapitre oublié de l'histoire de notre pays, aux épisodes de notre passé national qui ne sont pas souvent, pas assez mis en lumière. Des épisodes sombres, mais qui comportent souvent aussi des histoires de résistance et de solidarité qui ont permis à nos valeurs républicaines de ne jamais disparaître. Vous évoquerez cet après-midi un grand nombre de chapitres manquants, l'insurrection de 1878 en Nouvelle-Calédonie, l'insurrection de 1947 à Madagascar, l'histoire trop peu connue de nos soldats des colonies pendant la Première Guerre mondiale, le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, les sanglantes répressions en mai 1967 en Guadeloupe, par exemple, ou lors de la grève de février 1974, la fierté de se rappeler aussi que nous sommes sortis de ces heures sombres par les luttes et les résistances, par la solidarité et par ce que les historiens appellent aujourd'hui l'entraide. Nous venons tous de ces histoires, de ces chapitres oubliés, de ces mémoires croisées qui font la France. Je pense à ces mots de Paul Valéry: la France s'élève, chancelle, tombe, se relève, se restreint, reprend sa grandeur, se déchire, se concentre, montrant tour à tour la fierté, la résignation, l'insouciance, l'ardeur. Je vous souhaite donc à tous une excellente après-midi d'échange et de débat. Je vous remercie. Maintenant, je vais passer la parole à Lam Le, cinéaste et directeur artistique, né au Vietnam, qui vient en France dans les années 70 pour poursuivre des études de mathématiques supérieures et pour étudier la peinture aux Beaux-Arts de Paris. Il est d'abord scénographe au théâtre de l'Atelier de l'Épée de Bois, dont il est cofondateur à la cartoucherie de Vincennes. Il débute au cinéma en devenant assistant sur des longs-métrages, notamment avec Jean-Pierre Mocky. Il écrit et réalise un long-métrage en 1980, le premier volet d'une trilogie sur l'Indochine, Rencontre des nuages du dragon. Vient ensuite Poussière d'Empire, qui sera sélectionné à Venise en 1983 et Berlin en 1984. Lam Le a également réalisé des films pour l'INA, FR3, des films publicitaires, a coécrit aussi pour d'autres réalisateurs et adapté en scénario La Marque jaune, la BD culte de Blake et Mortimer. Lam Le, qui va nous parler de son dernier film, Kong Bin, La longue nuit indochinoise. Mesdames, Messieurs les sénateurs, les élus, amis et invités, les hommes dont je parle sont des hommes du présent. Morts anonymes ou disparus sans sépulture sur le sol de France ou du Vietnam d'où ils sont originaires, ils sont toujours vivants parmi les vivants, car ils attendent qu'on leur rende justice et dignité. Les hommes dont parle mon film n'ont pas cherché à collaborer avec la puissance coloniale qui a asservi leur peuple et réduit leur pays pendant plus d'un siècle à une poussière d'empire. Ils n'ont pas choisi d'abandonner leur famille, de quitter leur village et rizières pour venir en France travailler dans les usines d'armement désertées en 1939-1940 par les ouvriers français partis au front. Ces hommes, aujourd'hui entrés dans l'histoire du cinéma avec mon film, doublement primé au Festival de Pessac et d'Amiens en 2012, ces hommes ne se sont jamais plaints de l'ingratitude ou de la duplicité de la République à leur égard. Ils gardent en eux leur dignité d'hommes libres et fiers de l'être. Ils se sont battus pour une noble cause, la seule digne à leurs yeux, être un jour citoyens d'une nation libre, égalitaire et indépendante. Quand il fallait se battre aux côtés du peuple français pour chasser l'occupant nazi, beaucoup d'entre eux n'ont pas hésité à dire oui. Mais quand il s'agit de supplier le corps expéditionnaire de la France libre pour asservir de nouveau leur pays, ils ont tous dit non. Il n'avait pas de nom.
juste un numéro. Arrachés à leur famille et à leur pays, ils venaient en France, remplacer les ouvriers partis se battre contre l'Allemagne. Ils étaient 20 000. Parqués comme du bétail dans la cale des bateaux, ils venaient aider la mère patrie en danger. Ils avaient entre 16 et 20 ans. Ils étaient forcés de manipuler la poudre à canon, de remplir les obus, de faire le coulis. Ils ne recevaient aucun salaire et ils étaient enfermés dans des camps comme des prisonniers. Sous l'occupation, l'État français vendait leur travail aux Allemands et aux patrons collabos. Ils ont dû affronter les pires maladies en Camargue. Beaucoup mouraient de faim, de froid et d'épuisement. Ils étaient les pionniers de la culture du riz en France. À la Libération, ils espéraient l'indépendance pour leur pays colonisé. Mais la France libre tenait à son Indochine française. Ouvriers forçats de la République, considérés comme des traîtres dans leur pays, ils étaient les oubliés de l'histoire entre la France et le Vietnam. Ce sont les Quang Binh, témoins survivants d'une longue nuit indochinoise. Chaque famille indigène ayant 3 enfants mâles dans l'Indochine française devait fournir un fils valide à la mère patrie. Jeune père de famille forcé d'abandonner femmes et enfants en bas âge, jeune frère parti à la place de l'aîné, vieux père à la place du fils, peu importe, du moment qu'était rempli le quota des 80 000 hommes exigé par la mère patrie devenue une marâtre, leur demandant de contribuer à l'effort d'une guerre qui pourtant ne les concernait pas. Travailleurs requis à qui l'on n'avait donné ni contrat, ni salaire, à qui l'on ne garantissait pas qu'ils pourraient revenir dans leur pays ou que dans leur famille auraient des indemnités s'ils venaient à mourir. Travailleurs requis que l'on habillait en soldats et non en civils, les faisant ainsi passer aux yeux de leurs compatriotes au pays pour des mercenaires prêts à collaborer avec les forces coloniales. Ils étaient 20 000 jeunes Indochinois à débarquer à Marseille après avoir voyagé entassés avec le bétail au fond de la cale des bateaux. Après l'amnistie de juin 1940, bloqués dans la France occupée, ils étaient bafoués, enfermés dans des camps, vendus à l'armée allemande par des collaborationnistes, esclavagés et traités comme des parias dans les pays fondateurs des droits de l'homme. Malgré cela, l'État français, leur unique employeur, n'a jamais reconnu leur statut de travailleurs civils au service d'une France engagée dans une guerre où elle avait aussi besoin des forces vives de ses colonies. L'administration française leur a même refusé le droit à une pension retraite pour les années de travail fournies au service de la main-d'œuvre indigène nord-africaine et coloniale, la MOI, dépendant du ministère du Travail, de la Troisième République, puis de la DTI, Direction des travailleurs indochinois, après la libération. De ces 20 000 hommes, j'en ai retrouvé une vingtaine. Je les ai filmés, j'ai recueilli leurs témoignages entre 2010 et 2011. 3 sont décédés pendant le montage de mon film, et 6 autres après sa sortie en salle fin janvier 2013. Les survivants en France et au Vietnam, tous nonagénaires ou centenaires, sont désormais moins d'une dizaine. Je ne suis pas enfant de travailleurs requis par les autorités coloniales. Je ne suis pas historien. Je suis seulement un cinéaste et passeur de mémoire, cherchant à jeter des passerelles entre les générations et les cultures,
entre la France et le Vietnam. J'ai toujours placé au centre de tous mes films la question coloniale parce qu'elle remet en cause des certitudes, comme de la prétendue suprématie de telle ou telle civilisation qui ont provoqué d'irréparables ravages. Ne faut-il pas se souvenir que récemment encore, on a pu entendre tel président de la République prétendre que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et prétendre cela après s'être félicité des apports positifs de la colonisation dans ces territoires conquis à la force du canon et des goupillons. Dans ces colonies, la Troisième République française avait imposé au peuple asservi le même service de travail obligatoire que l'infâme STO imposé à la France par le Troisième Reich entre 1942 et 1945. À la Libération, l'administration française avait tenu compte de la période de la réquisition par le STO allemand dans le règlement des droits des travailleurs de la métropole. Mais les 20 000 travailleurs indochinois, eux, n'ont pas vu leurs droits reconnus. Eux qui, selon Benjamin Stora, historien de l'Algérie, effectuaient de facto un STO colonial sur le sol de France. Comment intégrer cette mémoire dans l'histoire, pour reprendre les mots de Pierre Vidal-Naquet, le sociologue de l'histoire? Comment ne pas oublier aussi la pensée de Paul Ricoeur, pour qui l'objet de l'histoire, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le temps, ce sont les hommes dans le temps. Alors, aujourd'hui, en votre présence et celle des enfants et petits-enfants d'un millier de ces hommes qui ont choisi de fonder une famille en France, je crois que ma mission est de rappeler à votre mémoire l'existence de ces hommes pour qu'ils ne soient pas les travailleurs fantômes ou les ouvriers forçats d'un pays de droit et de justice qu'est la France aux yeux du monde. Ces hommes, rappelons-le, étaient les pionniers de la culture du riz comestible en Camargue. Ils ont travaillé dans les salines du Midi au bénéfice de la chimie pharmaceutique de Péchinet et Solvay. Ils ont accepté toutes sortes de besognes ingrates au service de l'État français, qui est leur employeur officiel et le garant de leurs droits de citoyens. Depuis la sortie de mon film Combine la longue nuit indochinoise, beaucoup de vos collègues, députés et sénateurs, de toutes tendances politiques ont, lors de la 14e législature, posé des questions écrites aux différents ministères du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la santé et des anciens combattants. Questions parlementaires que je me permets de vous livrer ici un aperçu. Reconnaître leur rapport à l'effort de guerre, reconnaître qu'ils ont subi une forme de travail forcé. En vertu de l'instruction générale du 24 juillet 1934, la MOI, organisme civil du ministère chargé du travail de ces hommes, percevait bien des employeurs auxquels elle louait cette main-d'œuvre des sommes au titre des assurances sociales. Il est donc demandé si le ministère concerné envisage de régulariser ce défaut d'immatriculation et de versement des cotisations afin que le régime général puisse honorer la juste revendication portée par ces anciens travailleurs requis en permettant par toutes les mesures adaptées. Levée d'éventuels délais de forclusion, attribution rétroactive d'un numéro d'immatriculation, etc., etc. Il est donc souhaitable de savoir si le gouvernement ne doit pas considérer que cette absence d'affiliation, tant à l'arrivée de ces hommes en 1939-1940 que lors de l'interminable retenue sur le sol métropolitain dont ils furent victimes du fait des atermoiements de l'État à les rapatrier, constitue une carence de sa part. En cette année croisée France-Vietnam en France,
Nous espérons avec force et conviction que les mots prononcés le 20 décembre 2012 à Alger par M. François Hollande, président de la République française, à savoir « Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli et encore moins dans le déni. La vérité, elle n'abîme pas, elle répare. La vérité, elle ne divise pas, elle rassemble. » Nous espérons ardemment que ces mots ne restent pas des mots, mais se traduisent un jour en actes. Je vous remercie de votre attention. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu Quang Binh, la longue nuit indochinoise, je vous recommande vivement de voir ce film absolument magnifique. C'est magnifique de voir ces personnes, ces hommes aussi âgés qui témoignent et vraiment de retrouver ce chapitre qui avait été oublié et qui est remis en mémoire grâce à ce film, au film de Lamelée.